When the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember in the winter, far beneath the bitter snow, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Bonjour. Alors, nous voici arrivés au chapitre de la violence éducative ordinaire. Je vous en ai déjà dit quelques mots à plusieurs reprises, notamment dans le chapitre des blocages émotionnels. Je vais vous en dire un petit peu plus maintenant et je vais vous raconter l'histoire pour vous dire comment je suis arrivée en fait dans ce domaine de la violence éducative ordinaire. Mais tout d'abord, avant de vous raconter mon histoire, le petit quiz d'aujourd'hui, c'est de vous demander, est-ce que vous vous souvenez de la formulation, de la citation que je vous ai donnée, qui parlait de l'animal, de l'adulte et de l'enfant? Est-ce que vous arrivez à reformuler cette citation? Et si ce n'est pas le cas, retournez à la vidéo et écrivez-la dans vos notes. C'est absolument fondamental, elle explique toute cette problématique de, en fait, la négligence de l'enfant, de penser que, en fait, de mépriser quelque part les douleurs et les difficultés de l'enfant, qui passe après les adultes et même après les animaux, et qui a fait que finalement les droits de l'enfant ont été promulgués seulement 200 ans après. Vous voyez, il a fallu vraiment beaucoup de temps pour que les adultes se disent que vraiment l'enfant est aussi important, et heureusement que Françoise Dolto est venue nous le dire par sa fameuse phrase l'enfant est une personne. Voilà. Alors, je reviens à ma petite anecdote parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la problématique abusive, je n'avais aucune idée de la violence éducative ordinaire. Moi, je suis arrivée dans le domaine abusif, j'allais presque dire par accident, et via les abus sexuels. J'ai découvert un monde, en fait, celui des abus, et c'est là que j'ai fini par écrire un livre. Et quand j'ai commencé la rédaction, j'avais pas mal de choses à dire sur les abus sexuels, parce que j'avais pas mal creusé quand même. J'avais aussi beaucoup de choses à dire sur les abus émotionnels, et j'avais strictement rien à dire sur les abus physiques, c'est-à-dire notamment les maltraitances. Je savais dire qu'il y avait des femmes et des enfants battus, puis c'est à peu près tout. Évidemment, ça ne suffisait pas pour écrire un chapitre dans un livre, et il a fallu que je me documente. Et c'est là que je suis tombée sur le livre d'Olivier Morel, La fessée. C'est vraiment un livre que je vous recommande, qui est rapidement lu, en 1h30 à peu près, et vous avez fait un peu le tour du sujet, en sachant qu'Olivier Morel ensuite a écrit un livre extrêmement documenté et très très épais sur le sujet, mais vraiment dans le détail, et qui s'appelle, oui, La nature humaine est bonne. Mais là, pour prendre conscience du problème, pour le cerner,
la fessée, c'est vraiment super. Et je vous recommande vraiment de lire ce livre. Et quand j'ai lu ce livre, je vous jure, j'ai eu un choc. Parce que je ne savais pas que ça existait. Je fais partie des peu d'enfants qui ont subi la violence éducative, qui n'ont pas subi la violence éducative ordinaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai échappé à ça, surtout que je suis née dans les années 50 et puis qu'à l'époque, l'éducation, elle n'était pas tellement étudiée. Je ne sais pas, c'est étrange que mes parents n'aient pas reproduit ce qu'ils ont vécu. J'ai subi ensuite beaucoup d'abus émotionnels de leur part, mais qui n'étaient pas de l'ordre de l'éducation, c'était juste qu'ils étaient abusifs, quoi, et qu'ils avaient des comportements abusifs. Mais la violence éducative, moi je ne connaissais pas. Et donc je n'ai pas du tout élevé mes enfants avec violence. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai eu un choc absolument incroyable. Et j'ai compris en fait que cette violence était vraiment le terreau de toutes les violences, hein, parce que lorsqu'on abîme l'être humain depuis ses premiers jours, plus ou moins gravement bien sûr, parce qu'il y a toutes les échelles de graduation qu'on veut là-dedans, eh bien l'enfant apprend la violence et ensuite elle s'est inscrite à l'intérieur de lui-même, dans son ADN, et donc il la reproduit constamment. Alors voilà, donc ça c'était ma découverte, c'était vraiment une espèce de révélation qui m'a frappée et les œillères m'en sont tombées. Et j'ai eu une sensation un peu de vivre ce qu'a vécu Saul de Tarse, qui est devenu ensuite l'apôtre Paul, qui, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, je crois, a eu subitement cette espèce de révélation qui est tombée du ciel et qui a fait qu'il a dit « les écailles me sont tombées des yeux ». Il a tout compris, quoi, et tout le message du Christ qu'il a ensuite enseigné à tellement de gens. Alors, mon expérience n'était pas religieuse, mais c'était le même effet, et j'ai fait un vœu ce jour-là, alors que j'ai pas du tout l'habitude de faire des vœux, c'était aussi complètement incroyable cette histoire. J'ai dit, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais passer le reste de ma vie à travailler pour cette cause. Et c'est ce que je fais donc depuis 2008, tous les jours, sans aucune difficulté, sans aucun effort. C'est là, c'est une évidence, c'est une force, c'est une nécessité, c'est un plaisir. Et voilà, je travaille à aider aux personnes à prendre conscience via mes conférences, mes ateliers, mes écrits, mon livre que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Élever nos enfants avec bonheur et bienveillance ». Il n'est pas encore édité pour l'instant. Je pense que je vais l'éditer via Internet parce que ça diminuera les frais des intermédiaires quand on sort des livres sur papier. Ça coûte très très cher de payer les libraires, les diffuseurs, les éditeurs, et voilà, comme c'est un livre très épais, je pense qu'on va pouvoir limiter les frais en le faisant via Internet, mais ça se fera que l'année prochaine. Donc ce livre pour l'instant n'existe pas, ne le cherchez pas. Vous serez averti via ma newsletter quand il sera à disposition. Et puis là, je vais créer un blog, donc aussi sur le sujet, et puis voilà, il y a ces vidéos que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Donc, en parallèle à ce programme que je suis en train de faire là sur les émotions, il y a donc un programme qui est à disposition des parents et des futurs parents autant que possible pour leur donner des outils pour élever leurs enfants avec des limites bienveillantes et avec amour. Et là, je fais juste une séance sur le sujet dans ce programme sur les émotions, mais sachez qu'il existe tout un programme qui est diffusé à raison de
une petite vidéo de 10 à 15 minutes toutes les semaines pendant un an pour les personnes qui sont abonnées. Mais par contre, je vous déconseille d'acheter les deux programmes en même temps parce que vous aurez un ras-le-bol de Cornelia Gauthier à force de m'entendre tout le temps. Prenez le temps, l'autre programme sera à disposition pendant longtemps et vous pourrez l'acheter après. Voilà, un truc après l'autre. Alors, prenons un petit peu de temps pour définir comment s'exprime cette violence éducative ordinaire. Donc on l'appelle ordinaire parce que c'est celle que tout le monde commet ou applique sans s'en rendre compte tous les jours à peu près, par toutes sortes de situations. Sur les coups, bien sûr, c'est la première chose à laquelle on pense. Mais beaucoup par l'écrit, beaucoup par l'écrit. Et pour tous ceux qui ne passent pas au coup, qui si possible ne crient pas, il y a beaucoup de menaces, il y a des chantages, il y a des punitions et des récompenses. C'est pas obligatoirement une bonne idée non plus de donner des récompenses, il faut juste que l'enfant soit dans la norme, qu'il apprenne à vivre normalement sans être puni ou récompensé. Et aussi par l'exclusion du groupe, par le mépris, par le fait de l'ignorer, par le fait de l'humilier. Il y a toutes sortes de façons d'exercer de la violence sur l'enfant et aussi par un moyen dont on ne parle pas beaucoup, qui ne laisse pas de traces, c'est par l'eau. Il y a des enfants qui se ramassent des douches froides, c'est extrêmement agressif et ça laisse pas de traces. Alors c'est pas voulu obligatoirement, mais les gens pensent que c'est moins grave que de taper l'enfant, mais je crois que c'est tout aussi grave. Et j'ai une patiente qui m'a raconté un jour, elle était très fière d'avoir trouvé un moyen d'exercer une pression sur sa fille sans monter le ton, sans faire des menaces, sans taper. Simplement, au moment où la fille s'est exprimée peut-être de manière pas très sympa ou pas très adéquate à table, elle lui a lancé un verre d'eau en pleine figure. Et elle était très contente, elle me disait, ma fille elle est restée bouche bée, elle n'a plus rien dit. Ça c'est une grosse violence aussi. Voilà. Alors, en fait, les gens, ils partent du principe qui est là depuis longtemps que nous trimballons depuis des siècles, qui sont des legs malheureux de nos ancêtres, puisque déjà dans l'Ancien Testament, on disait que qui aime bien châtie bien. D'ailleurs, j'ai écrit un article médical là-dessus, j'ai quand même mis un point d'interrogation à la fin de la phrase, mais vous le trouvez dans mon site www.sommes-nous-tous-désabusés.ch dans les articles médicaux. Et donc dans l'Ancien Testament, il y a passablement de violences qui sont exercées et même proposées, notamment dans le livre des Proverbes. Regardez, vous allez être édifiés. Et un peu moins loin que ça, il y a Saint Augustin aussi qui a fait vraiment de l'enfant un paria, qui disait que, en parlant du bébé, du nourrisson, disait « si jeune et pourtant déjà pécheur ». Alors l'enfant n'avait pas commencé à parler ni à bouger, que déjà il était étiqueté comme pécheur. Et ça s'est répété dans toutes les chaumières et dans toutes les églises pendant des siècles. Et plus près de nous, il y a Freud qui en a rajouté une bonne couche. Parce que quand même, la psychanalyse, c'était vraiment une révolution hein, dans la prise de conscience du psychisme des gens. Et il y a beaucoup d'influence, la psychanalyse, même si on ne se fait pas tous psychanalyser. C'est devenu une façon de penser
Et Freud, lui, il n'avait pas du tout d'amour des enfants. Et il parlait de l'enfant comme étant un pervers polymorphe. Un pervers polymorphe, l'enfant. Alors, vous voyez, nous avons un héritage très lourd et nous le travaillons depuis tellement de longtemps. Et nous sommes imprégnés de cette notion que l'enfant n'est pas bon, qu'il faut un peu le casser pour le faire entrer dans le moule. Et que ben, c'est avec les méthodes un peu dures qu'on y arrive. Et on part d'un principe complètement incompréhensible, qui est qu'en faisant du mal, on va en obtenir du bien. C'est assez étrange comme raisonnement à l'envers, hein, et j'aurais envie de dire que c'est le raisonnement qui est pervers. C'est pas l'enfant, hein, c'est le raisonnement qui a vraiment une perversité dans son sens profond. Comment se fait-il qu'on pense qu'en tapant les enfants, les menaçant, en leur faisant mal, en les méprisant, en les punissant, qu'ils vont devenir des belles personnes, bien dans leur peau, bien épanouies et bien insérées dans la société? Comment peut-on penser qu'en exerçant de la violence, on va obtenir des gens calmes et paisibles? Et malgré que la réalité nous démontre tous les jours le contraire, il y a tellement de violence autour de nous, c'en est hallucinant, ça fait peur. Et ça, c'est le résultat de tous ces siècles et millénaires de violence extrêmement forte dirigée contre les enfants. Il semblerait, d'après les recherches des anthropologues, entre autres, que l'être humain n'aurait pas été violent depuis toujours. Et en fait, on est en train de redécouvrir le côté empathique de l'enfant, de l'être humain en fait, qui, s'il n'est pas abîmé, est vraiment un être empathique. Et les anthropologues ont des hypothèses quand même assez sérieuses, disant que en fait la violence serait apparue au moment de la sédentarisation, au moment où il fallait défendre son territoire. Et il y a d'autres raisons, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, c'est trop long, mais enfin, la violence a ensuite engendré la violence et s'est transmise comme ça, mais en fait au départ, les chasseurs-cueilleurs n'étaient pas violents. C'est important de le savoir. Il y a mon ami Michel Maignan, qui est psychothérapeute et cinéaste, qui a tourné un film très important là-dessus, qui s'appelle L'Odyssée de l'empathie, où il va interroger un peu toutes ces personnes qui peuvent nous expliquer un peu comment la violence a pris naissance et qu'en fait elle n'a pas existé toujours. Donc l'idée serait quand même de boucler la boucle, hein. C'est qu'un jour, quand on aura fini nos douleurs d'accouchement du nouvel homme là, qui a de la peine à naître, hein, qu'on puisse devenir de nouveau en fait des êtres paisibles et calmes et empathiques. Et pour ça, il faut qu'on arrête la violence éducative ordinaire. Et pour qu'on puisse arrêter cette violence éducative, eh bien, il faut expliquer aux gens, d'une part, tout ce qu'ils ne connaissent pas sur le développement de l'enfant, notamment, il y a une grande méconnaissance de la part de l'adulte en ce qui concerne l'enfant. Donc il faut expliquer aux adultes comment faire pour élever des enfants sans violence. Et ainsi, au fur et à mesure, on pourra avoir des gens qui ne sont plus violents et créer en fait des nouvelles générations de populations empathiques et bienveillantes. Donc c'est ça à quoi je travaille dans ma toute humble mesure.
Alors, ça c'était pour les causes des violences et le fait qu'on peut oser espérer sortir de là. Je vous disais donc que les adultes ignorent beaucoup de choses au sujet des stades de développement de l'enfant parce qu'ils ont oublié ou parce qu'ils n'ont pas enregistré, on peut voir ça comme on veut, comment c'était d'avoir 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Et pourtant, nous avons tous passé par ces étapes. Mais comme nous n'en avons aucun souvenir, eh bien, nous n'arrivons plus à nous mettre à la place de l'enfant. Et nous réfléchissons toujours en tant qu'adultes et nous attendons de nos enfants qu'ils aient des raisonnements d'adultes. Or, c'est pas possible. Je crois que j'ai dû vous le dire déjà 1 ou 2 fois, mais je le répète, que pour faire un cerveau adulte, il faut 25 ans. Alors, vous voyez, quand on demande à un petit enfant de 2 ans et demi ou de 3 ans de réfléchir, quand on lui demande de comprendre ou de faire des raisonnements d'adulte, eh bien, il lui manque juste 22 ans de maturation. Et vous comprenez donc que l'enfant est 100% en échec si nous avons des attentes de ce niveau-là et que nous lui demandons vraiment des choses impossibles pour lui de faire et même de comprendre. Parce que le raisonnement, les associations d'idées, les questionnements, tout ça, ça se passe dans le lobe préfrontal qui est vraiment la dernière partie du cerveau à se développer. Quand l'enfant vient au monde, il a juste un mini-cerveau qui fait 350 grammes. Vous voyez, à côté de notre 1,5 kg à peu près, donc vous voyez, c'est tout petit. Et avec ça, vraiment, il peut juste survivre. On appelle cette partie du cerveau, on l'appelle aussi le cerveau primitif, ou le cerveau reptilien, parce que c'est notre héritage de nos ancêtres, les reptiles, c'est-à-dire même avant qu'on soit des mammifères. Il y a eu vraiment ce rudiment de système nerveux qui permet juste de faire respirer la personne, de faire taper son cœur, de faire digérer tout son système digestif, de faire filtrer les urines, d'activer la circulation du sang. Ça, c'est le reptilien. Et puis ensuite, c'est rajouté autour un deuxième cerveau quand nous sommes devenus des mammifères, c'est-à-dire nos ancêtres très anciens sont devenus des mammifères. Il a donc fallu changer le système de reproduction parce qu'à l'époque des reptiles, c'était encore les œufs qu'on posait quelque part et on partait. Et là, le mammifère, il portait les œufs dans son ventre et quand il accouchait d'un bébé très prématuré, eh ben, il fallait s'en occuper. Et pour s'en occuper, il a fallu créer des émotions. Et c'est ainsi qu'est né le système émotionnel des mammifères, qu'on appelle en fait le système limbique, parce qu'il y a différentes structures qui font partie de ça. Et tout autour de ça, bien plus tard, bien plus tard, c'est organisé la couche externe, donc la troisième partie du cerveau, qui s'appelle le cortex, qui vraiment, au niveau du bébé, est juste une fine pellicule quoi, autour du cerveau. C'est vraiment absolument rudimentaire. Et c'est ça qui va progressivement prendre de l'ampleur au fur et à mesure du temps. Et particulièrement cette partie-là, qui va vraiment se développer beaucoup plus que chez les primates. Et c'est là que ça va se passer toute ce développement du raisonnement, de la mémoire aussi, une certaine forme de mémoire,
de l'analyse et puis aussi de l'anticipation. Donc les enfants ne savent pas du tout anticiper, on leur demande toujours d'anticiper. Alors vous voyez, ça c'est vraiment de la méconnaissance. Et si tous les parents du monde savaient ça, il y aurait tellement de violence en moins. Mais en fait, pourquoi les parents ne savent pas ça? Alors, c'est parce qu'on ne leur enseigne pas, c'est parce qu'à l'école, on ne leur parle pas de la psychologie du développement de l'enfant. On leur apprend des histoires de robinets qui coulent, des baignoires qui se vident, enfin des trucs qui ne servent à rien du tout. Et on ne leur parle pas de la psychologie de l'enfant. Donc en fait, les parents, les adultes, ne savent pas comment les enfants se développent. Et on part du principe qu'ils vont savoir par le simple fait d'être devenus des parents. Et donc, c'est ainsi que le métier de parent est le seul métier pour lequel il n'existe pas d'apprentissage et pas de diplôme de fin d'études. Et donc, cette idée qu'on a que le parent sait faire est complètement fausse. C'est tous les jours, la réalité nous démontre le contraire. En fait, les parents ne savent pas. Ils ont des lacunes de connaissances et il faut qu'on leur enseigne. Donc, si on leur dit comment fonctionne un enfant, ils vont pouvoir comprendre comment ils doivent s'adapter à son système de fonctionnement et comment ils peuvent l'aider à se développer plutôt que de lui faire peur. Mais tant qu'ils ne le savent pas, ils font faux. Et de nos jours, on a encore plus de chance avec les neurosciences qui nous apportent encore des informations complémentaires et supplémentaires qui nous permettent vraiment de donner des bonnes indications aux parents. Et je vous assure, si vous êtes des parents, si vous êtes un peu démunis, il y a vraiment des manières maintenant d'élever les enfants où on peut, en prévoyant les choses, en comprenant ce qui se passe, on peut vraiment éviter de monter dans la violence, mais ça demande un questionnement, ça demande de la documentation, ça demande de l'information, ça demande d'y passer du temps, ça demande de partager avec d'autres parents dans des groupes de parole ou sur des forums. Enfin, voilà, ça demande un investissement, si possible, aussi important que toute l'éducation obsolète qu'on a reçue de nos parents. Parce que c'est ça que nous reproduisons malheureusement tout le temps sans nous rendre compte que c'est inadéquat. Alors voilà, donc ça c'était pour expliquer l'histoire de la méconnaissance et des programmes finalement que plein de personnes font et dont moi je fais cette partie avec les vidéos. J'aimerais encore qu'on réfléchisse un peu ensemble sur ce qui se passe en fait quand le parent utilise de la violence éducative. Quand par exemple il crie ou quand il tape. Qu'est-ce qu'il transmet à l'enfant? Il transmet à l'enfant qu'il a perdu le contrôle. Il transmet qu'il n'est pas compétent dans son métier de parent. Et l'enfant est désécurisé, il perd confiance dans son parent, et il est désécurisé parce que pendant ce moment de violence, il n'a plus de parents. Son père et sa mère, à un certain moment, deviennent étrangers. Et il est seul, et donc il a peur. Et c'est ça qu'on transmet. Mais en fait, on transmet une manifestation de notre toute impuissance à gérer la situation. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas préparé. Il n'est pas question de critiquer les parents, aucunement. Parce que s'ils savaient, ils feraient autrement. Ça me rappelle une histoire qui est très très touchante, que j'ai peut-être déjà racontée ici et là, mais elle vraiment touche beaucoup. Quand j'étais au Maroc et que j'ai donné une conférence sur cette problématique de la violence éducative, un père est venu me parler
à la fin de la conférence avec des larmes dans les yeux. Et il m'a dit, mais madame, mais on fait quoi? Quand on a été parents soi-même et on a exactement battu nos enfants pour qu'ils comprennent les choses et que tout à coup on réalise ça et les dégâts qu'on a fait, mais qu'est-ce qu'on fait? Et moi, c'était vraiment extrêmement touchant. Et je lui dis, mais en fait, ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est-à-dire de prendre conscience, et d'en parler et à la limite, regretter, parce que c'est peut-être juste ce qui va aider à changer quelque chose. Et puis, je disais, et puis, si vous aviez su comment faire autrement, vous auriez fait autrement. Puis il dit, ben bien sûr. Je lui dis, ok, donc vous ne saviez pas. Ah ben non, alors vous pouvez vous pardonner. Et il faut commencer par se pardonner à soi-même. Si j'avais su, si j'avais eu toutes les infos, j'aurais pas fait comme ça. Voilà. Donc, on se pardonne, et puis après on peut demander quand même pardon à ses enfants. On peut leur expliquer, on peut leur dire, c'était pas juste comme j'ai fait. En fait, j'ai reproduit une éducation que j'ai reçue, mais je me rends compte qu'elle n'était pas adéquate. Alors, pardon. Et puis, je vais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et après, faites en sorte que ça ne se reproduise pas, ou très très rarement. Hein? Il faut devenir conséquent avec ce qu'on leur dit aux enfants. Mais en fait, on peut rattraper ça à tout moment. Je vous dis ça à tous les parents, vous, tous les parents qui m'écoutez, parce que je sais que parmi vous, il y a plein de parents qui pratiquent de la violence éducative. Parce que c'est quasiment tout le monde, donc vous en faites partie, pour la grande majorité d'entre vous, ben, voilà, prenez toutes ces paroles pour vous, pardonnez-le vous et donnez-vous les moyens. Ben, c'est déjà un peu ce que vous êtes en train de faire en vous intéressant à ces vidéos, et puis vous pourrez toujours, dans un deuxième temps, vous acheter le prochain programme, enfin l'autre programme sur la violence éducative, sur apprendre plutôt à être... à élever nos enfants dans le bonheur. J'ai essayé dans l'autre programme de ne pas venir dire pendant une année à quel point c'est horrible la violence éducative, c'était plutôt de dire aux parents, ben, juste vous expliquer comment c'est un enfant. Parce que je pense que quand quelqu'un sait comment un enfant fonctionne, eh bien, il ne va plus le violenter. D'accord? C'est la connaissance, je pense, c'est le meilleur antidote à la violence. Et la prochaine fois, je vais vous parler de la violence insouciante ordinaire. Wow, qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Voilà. Alors, je vous retrouve tout bientôt dans une quinzaine. Au revoir. Just remember in the winter